Tu m'expliques ou... Chut, une seconde, s'il te plaît, me déconcentre pas. C'est assez difficile comme ça. Attends, mais c'est quoi ce dessin de merde là? Oh, ça va, c'est que l'étude préparatoire. Préparatoire mes fesses, regarde le physique que t'as fait à Vled là, c'est pas du tout réaliste. Eh, comment ça? Attends, mais pourquoi Nico il est à poil aussi? Je t'en pose des questions? Puis Dave là, regarde Dave là, est-ce qu'il a une chevelure luxuriante comme ça en vrai? Non, pas du tout, c'est de la merde. Puis regarde Alice là, elle a l'air de se faire chier. Non, ça va en fait, c'est réaliste, tout bien. Merci. Attends, c'est moi ça? Mais pourquoi est-ce que je suis un bébé ailé? Bah, je me suis dit que si Vlad était le dieu de la musique, tu pouvais être son angelot acolyte. Je t'en prie. Attends, mais tu peux pas continuer à faire ce genre de dessin, Nat. Mais, et pourquoi pas? Mais parce que ça représente pas du tout la réalité. Enfin, regarde-moi ça, quoi. C'est le degré zéro du réalisme. Personne serait capable de reconnaître qui t'es en train de représenter, là. Tu commences à me baver sur les rouleaux avec le réalisme, tu sais ça? Y a pas que le réalisme en art. Puis, de toute manière, je suis quasiment sûre que tu sais pas de quoi tu parles. Chut, chut, chut. Ne réponds même pas, je vais t'expliquer. Tu vas voir. Salut à tous! Souvenez-vous, il y a quelque temps, je consacrais une vidéo à l'origine du monde et à la tête de Dave, et je disais que Courbet était un peintre réaliste. Parlons donc de ce terme que tout le monde, du néophyte à l'expert, emploie de manière assez vague. Dès qu'on est face à un tableau essayant de mimer la réalité, dès qu'on est face, en fait, à de l'art représentatif, paf! On sort le terme réalisme. Sauf qu'en fait, bah, pas du tout. Le réalisme en art correspond à quelque chose de plus précis. À plusieurs choses en fait. À vrai dire, il y a plusieurs mouvements. Waouh, Nart, ou l'art d'embrouiller les gens. Commençons par le commencement, avec le Moyen-Âge. C'était la douce époque des peintures plates, sans dimension, sans perspective. Les ordres de grandeur réalistes, Kézako. Puis vint la Renaissance. Un héros émerge alors, celui qui apportera à la peinture la dimension qu'elle mérite. Et ce héros, c'est Giotto. Il veut représenter la réalité telle qu'il la voit, et la réalité est faite de profondeur, donc il introduit un peu de perspective à tout ça. Sauf que Giotto, bah, il fait de la perspective à l'arrache, tout comme les peintres après lui, jusqu'à Alberti, qui parvient, lui, grâce à leur tâtonnement, à théoriser la perspective. Alberti, c'est le bonhomme qui veut que le tableau soit une fenêtre à travers laquelle on regarderait le monde. Il veut donc que l'œuvre soit aussi réaliste que possible, bien entendu. Et plus les peintres se perfectionnent techniquement, plus c'est simple de s'approcher de ce qu'Alberti exprimait. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, la question n'est plus de savoir si on peut techniquement représenter les choses de manière réaliste. On peut, puisqu'on a toutes les techniques picturales pour. Mais il s'agit bien pour les artistes de choisir des sujets réalistes. Et c'est par là qu'on va commencer. Nous sommes au 19e siècle et les artistes commencent à s'intéresser non pas au réalisme de l'image, mais au réalisme social. Les casseurs de pierre de ce cher Gustave Courbet posent le ton. Ils représentent des hommes au travail et ce faisant, dénoncent sans le vouloir leurs conditions sociales. Mais du coup on pourrait dire que Courbet reste objectif. Il choisit certes un sujet social mais sans le déformer, puisqu'il ne cherche pas à dénoncer quoi que ce soit. C'est une autre paire de manches avec Daumier ou encore Millet qui, eux, s'intéressent surtout à la cause paysanne. Ils s'identifient tellement à leur sujet qu'ils sont nécessairement subjectifs et leur peinture s'en ressent. Ce sera tout le challenge du réalisme, mais aussi sa limite. Réduire les indications de revendications politiques ou sociales qui vont un peu de pair avec la représentation des conditions de vie des classes populaires. Parce que le réalisme se veut objectif, et que c'est pas évident de rester objectif tout en défendant une idéologie. Donc on a là quelques problèmes de fond déjà, mais qu'en est-il de la forme? Au début, le réalisme a tendance à se rebeller contre les traditions artistiques dominantes et les conventions sociales. Courbet envoie bouler les prescriptions hiérarchiques de l'académie en faisant prévaloir la peinture de genre à la peinture d'histoire et mythologique, qui pour rappel était alors considérée comme la crème de l'art. Il préfère les paysans et les travailleurs aux dieux et aux aristocrates, privilégie les compositions libres aux agencements savants, et le pire, c'est qu'il fait tout ça sur des toiles immenses. Alors que bon, les paysans d'habitude ils n'ont droit qu'à des petits formats. Faudrait pas déconner non plus. Mais bien entendu, le réalisme, ce n'est pas que Courbet. Il y a aussi le peintre derrière le déjeuner sur l'herbe, et qui est Édouard Manet. Mais quelque part, Manet est moins audacieux que Courbet. Ses compositions sont élaborées et ses thématiques nettement plus conventionnelles. En fait, Manet est un réaliste surtout dans la manière dont il représente super fidèlement ses modèles. Tout comme Courbet, il était très attaché aux gens qui posaient pour lui et faisait preuve de beaucoup de rigueur dans la fidélité de leur représentation. À l'époque, tout cela était bien entendu très choquant. Non seulement on envoyait bouler les conventions picturales, mais en plus on osait donner dans le bobo-gauchisme avec des sujets sociaux.
Du coup, à l'exposition universelle de Paris, en 1867, Courbet et Manet, exclus des salles d'expositions officielles, présentent leurs œuvres dans des tentes privées. Donc oui, le réalisme fut haï, surtout que dans le fond, personne n'aime qu'on lui mette des vérités dérangeantes sous les yeux. Mais la question maintenant, c'est de savoir si le réalisme, pas le mouvement, hein, juste le principe de représenter fidèlement la réalité, a poursuivi son chemin dans l'histoire de l'art. Commençons par une petite mise au point. L'hyperréalisme, mouvement pictural du XXe siècle, n'est pas, mais alors pas du tout, un héritier du réalisme du XIXe siècle. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment mettre le terme réalisme à peu près toutes les sauces. L'origine de l'hyperréalisme se situe aux États-Unis. Il s'inspire des peintures en trompe-l'œil du 19e et des tableaux des peintres précisionnistes des années 20-30, dont Charles Schiller, qui peignait d'après photographie. Mais le summum de l'influence, c'est celle du pop art. Car le pop art s'intéresse beaucoup aux images d'images. Comprenez, représenter non pas un objet, mais l'image d'un objet. Sauf que le photorealism, comme on l'appelle outre-Atlantique, ne s'intéresse qu'à une seule chose. Un travail de peinture accompli comme par un tisseur perçant, fil par fil, ce qui est une forme d'ironie à l'égard de la division du travail au 19e et 20e siècle, comme le dit Richard Hachfager. Du coup, ils proposent quoi les hyperréalistes au juste ? Il s'agit pour eux d'imiter à la perfection, de se poser en virtuose et d'opérer des gestes de fabrication laborieux et fatigants. En gros, l'hyperréalisme ce n'est qu'une technique. La photographie existant déjà, la seule raison qui pousse ces peintres à trimer pendant des heures comme des dingues sur des œuvres leur demandant un boulot de titan, c'est la simple beauté du geste de peindre. Mais du coup, à part la prouesse technique qui consiste à imiter à la perfection une image, qu'est-ce que l'hyperréalisme a de réaliste ? Je rappelle que ces gars bossent d'après une photographie qu'ils essayent de reproduire paint style. Chaque artiste a ses propres sources photographiques d'ailleurs. Beaucoup les prennent eux-mêmes et en profitent pour créer des effets de flou grâce à une faible profondeur de champ, d'autres au contraire vont privilégier la netteté. Ainsi cela reste une réalité captée par eux, qu'ils transposent ensuite par épiscope sur la toile et qu'ils reproduisent fidèlement. Notez qu'il existe d'autres techniques, notamment celle du pochoir ou de l'aérographe, mais je ne veux pas être exhaustive. En quelque sorte, on pourrait dire qu'ils intègrent la photographie à la peinture et qu'ils rendent les processus photographiques visibles à travers un autre média. Richter ira jusqu'à dire qu'il ne souhaite pas copier des photos, mais en faire. Juste sans appareil photo. Avec ses pinceaux. Alors Richter, je t'aime beaucoup, d'amour, très très fort, mais sur ce coup, je suis pas sûre de comprendre l'intérêt. La question du coup c'est, pourquoi est-ce qu'il fait pas de la photographie ? Ça apporte quoi au juste de recopier la réalité en peinture ? Parce que ce que la peinture a de propre, c'est bien la représentation. La photo, elle, capture la réalité. Elle peut certes en donner une lecture à la rigueur, mais elle ne représente pas. De la même manière, la peinture hyperréaliste ne représente pas, elle présente. Ce qui fait d'elle, au final, une bête performance technique. Ce qui tombe plutôt bien parce que le prochain mouvement dont on va parler, lui, refuse en bloc la figuration. En voilà une drôle d'idée. En quoi une œuvre peut-elle être réaliste si elle n'est pas figurative ? Croyez-moi, il y a plein de moyens. Les nouveaux réalistes, ce sont eux. Il y a Yves Klein, Armand, François Dufresne, Raymond Hans et Martial Ress, Pierre Restani, Daniel Spoeri, Jean Tinguely et Jacques Deville, Léglé, César, Mimo, Rotella, puis Niki, Saint-Phal et Gérard Deschamps. Et leur style n'ont pas grand-chose en commun. S'ils se réunissent, c'est qu'ils trouvent qu'ils ont en commun, malgré la diversité de leur langage plastique, une méthode d'appropriation directe du réel. En gros, ils considèrent qu'ils font tous la même chose. Ils recyclent le réel urbain, industriel et publicitaire et le transforment en quelque chose de poétique. Donc le nouveau réalisme cherche lui aussi à décrire, sans la magnifier, une réalité banale et quotidienne, comme le réalisme du 19e. On retire juste la composante figuration parce que ça fait trop petit bourgeois ou au choix stalinien. Mais ce qu'il a de nouveau, c'est que le nouveau réalisme s'attache à une réalité nouvelle, issue d'une société urbaine de consommation. Et surtout, il opte pour un mode descriptif super différent. Il ne s'agit plus de représentation par la création d'une image, mais par la présentation d'un objet, transformé ou non, que l'artiste a choisi. Du coup, ça donne quoi concrètement ? Ça donne les accumulations d'Armand, qui utilisent un objet usuel en multitude dans un assemblage déterminé par la nature de l'objet. Ça donne les agrandissements de César, réalisés grâce à de la mousse de polyurethane. Ça donne les assemblages de chiffons de Gérard Deschamps.
Ça donne l'étape de Daniel Spoeri, qui rend compte de la société de consommation en se servant dans les poubelles de ses voisins. Ça donne aussi des performances, comme les anthropométries d'Yves Klein. Parce que le réel n'est pas unique, et chercher à le représenter peut prendre de multiples formes. La plus grande aberration réaliste de l'histoire de l'art, finalement, c'est l'hyperréalisme, qui se contente d'être une copie conforme d'une image de la réalité. Alors oui, au premier coup d'œil, on sait qu'on est en train de regarder une rue, des immeubles, un visage, mais qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous évoque de la réalité? Finalement, repensez à mon dessin. Bien sûr, ça ne ressemble pas aux gens présents, mais au moins, il y a une réalité qui n'est pas que celle des apparences. Et cette réalité, c'est que, sous leur apparence très quelconque, les vidéastes sont en fait des dieux. Et voilà en ce qui concerne le réalisme en art. Une vidéo pas très exhaustive, je vous l'accorde, mais qui, je l'espère, vous aura quand même plu et vous aura permis d'en apprendre plus. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, l'amour, tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.